avec Romain Desarbres. Bonsoir Romain. Bonsoir Olivier, bonsoir Xavier Bertrand. Bonsoir. Je vous ai regardé, donc écouté depuis 18 h. On va revenir sur deux passages de votre interview. L'emploi dans un instant, mais tout de suite François Hollande. La primaire et l'attitude de la droite vis-à-vis de la gauche et du PS en ce moment. Il faut savoir être combatif sur le fond, sur les propositions qui sont celles de François Hollande, si on les connaît vraiment un jour. Et puis nous également, qu'on soit en initiative. Nous sommes au gouvernement, il faut qu'on soit en initiative gouvernementale. Alors, est-ce que vous avez trouvé que l'UMP était en initiative quand elle a organisé la convention critique du projet PS au lendemain de la primaire? Est-ce qu'elle n'était pas plutôt sur la défensive plus qu'en initiative? C'est important de dire ce qu'il y a dans le projet du Parti socialiste. Parce qu'autrement, pour l'instant, il est aux abonnés absents, ce projet. On n'en parle pas. Martine Aubry nous dit que je serai la gardienne du projet qui a été adopté à l'unanimité. Et François Hollande semble prendre ses distances. François Hollande nous parle du rêve. Mais très franchement, en politique et dans la situation de crise qu'on connaît, si on tombe dans le rêve, on ne va pas rêver longtemps. On ne va pas rêver longtemps. Donc il faut aujourd'hui dire la vérité aux Français. La vérité du projet socialiste, c'est cela. C'était la bonne réponse que celle qu'a apportée Jean-François Copé? C'est une réponse qui était nécessaire. Nécessaire, mais est-ce que c'était la bonne réponse? Non, je vous dis, attendez, dites-moi ce que vous voulez que je vous réponde alors. Pas caricatural. Non, mais pas caricatural. Non, je pense que c'est 255 milliards. Bon, Ben, je vous ai dit tout à l'heure, d'autres instituts disent clairement que ça coûterait cher. Ça coûterait très très cher. Et la question, c'est, est-ce que face à la crise, le Parti socialiste a des propositions? Non. Est-ce que par contre, les propositions du Parti socialiste créeraient davantage de crise? Je le pense sincèrement. Parce que des impôts en plus et des dépenses supplémentaires, que ce soit dans l'éducation nationale, que ce soit aussi... Et les retraites. Il nous dit aujourd'hui, il faut revenir à 60 ans. Mais si c'est revenir à 60 ans, il manque 20 milliards d'euros. 20 milliards d'euros par an en 2018. Il fait comment? On reviendra je crois qu'il faut faire très attention en la matière. Les Français savent bien qu'on est dans un moment très sérieux, qui est un moment grave. Ils n'ont pas besoin de légèreté, ils veulent du sérieux et de la gravité et de la responsabilité. Et de la responsabilité, pas de regret donc sur cette convention. D'après une étude qualitative qui a été commandée par l'Élysée, qui a été révélée par Le Figaro, je ne sais pas si vous l'avez lu, François Hollande serait le Cornio ou Le Bonheur est dans le Pré s'il était un film et un 250 km de plat en Belgique s'il était une étape du Tour de France. Voilà, c'est une étude qualitative. Vous êtes sur la même ligne que ce sondage ou plutôt sur une ligne de V de géant qui a été le premier à droite à parler d'un candidat dangereux? Non, mais tout candidat... Comment est-ce que vous l'appréhendez, Tout François candidat Hollande doit être respecté. Et vous savez pourquoi la politique ne doit pas être la guerre civile? Cette étude existe. Hein, oui. Ah bon, bah vous en êtes sûr, vous? Oui. Vous l'avez lu, l'étude? Écoutez, elle n'a pas été démentie. Non, bah attendez, sur démentir tout ce qui matin, midi et soir semble être la vérité universelle, très franchement... Comment est-ce que vous le voyez, vous, François Hollande? Comme quelqu'un qui n'est pas clair, et comme quelqu'un qui devra aussi rendre des comptes, à mon sens, à un trio dans cette élection présidentielle, qui est Arnaud Montebourg, Eva Joly et Jean-Luc Mélenchon. Parce que c'est bien beau de nous faire croire qu'il peut avancer sans rien dire. Il va falloir aussi qu'il réponde à Madame Joly qui lui dit « Si vous ne sortez pas du nucléaire, il n'y aura pas d'accord avec les Verts ». Je pense qu'il faut être clair. Et M. Montebourg, sur ses idées folles sur la démondialisation, que la mondialisation soit un sujet, on l'a vu tout à l'heure. Mais de dire avec beaucoup de démagogie, il faut démondialiser, vous répondez quoi à tous ces ouvriers qui travaillent pour l'exportation et à qui vous dites on va fermer les frontières? Et vous croyez que les autres ne vont pas fermer les frontières? Donc pour vous, ce n'est pas un candidat dangereux? Je ne vous ai pas dit ça. Moi, je vous pose la question. Je vous ai dit aujourd'hui... Non, mais le problème n'est pas moi de qualifier François Hollande, c'est de dire très clairement... Pourquoi je pense l'a fait, mais c'est pas... Mais pourquoi je pense que l'élection des socialistes avec la mise en œuvre de leur projet serait un danger terrible pour l'économie de notre pays, et puis aussi parce que je ne me reconnais pas dans les valeurs qui sont véhiculées par les socialistes. Quand on nous parle du droit de vote des étrangers aux élections locales, je ne suis pas d'accord. Quand j'entends Martine Aubry hier nous dire qu'il fallait légaliser le cannabis, ce n'est pas mon modèle de société. Quand je les entends parler d'emploi public, alors que l'avenir des jeunes, par exemple, plutôt que les emplois jeunes, c'est l'apprentissage, l'avenir dans l'entreprise, je ne suis pas d'accord avec ce modèle de société. Vous ne soyez pas d'accord avec le projet PS, ça c'est pas un scoop. La question, c'est voilà, celui aujourd'hui qui porte le projet PS. Comment est-ce que vous appréhendez ce candidat? Est-ce qu'il va faire pchit? Non mais moi attendez, j'ai pas à le qualifier. Moi, j'ai aujourd'hui à dire, voilà ce qu'on a fait, voilà les dangers qu'il y a dans ce projet socialiste, et ensuite, nous, voilà quelles sont nos idées pour la France d'après-crise. C'est ça, notre 5 minutes. Hein. On va parler emploi et on va regarder ce que vous disiez sur l'emploi.
L'emploi, c'est quand même lié à l'activité économique et à la croissance. Ça, c'est une évidence. Mais seulement, je ne m'en remets pas seulement à la croissance économique. Pas seulement. Voilà pourquoi nous avons complètement changé d'orientation depuis maintenant 11 mois. Depuis que je suis arrivé au ministère du Travail et de l'Emploi, j'ai voulu qu'il y ait une politique nationale, mais qu'on ait une action beaucoup plus locale, bassin d'emploi par bassin d'emploi. Parce que vous avez aujourd'hui des secteurs entiers qui continuent à recruter et qui ne trouvent pas en face la main-d'œuvre. C'est quand même aberrant. Alors, je vais reprendre vos chiffres qui arrivaient juste après cet extrait. 280 000 offres d'emploi non satisfaites, 2 700 000 demandeurs d'emploi. Est-ce qu'il faut des mesures plus contraignantes pour rapprocher les chômeurs des entreprises qui embauchent? Non, c'est pas le problème ce serait une solution des mesures contraignantes. La question, c'est est-ce que si quelqu'un refuse 2 offres d'emploi, j'hésiterais à mettre en œuvre la loi qui vise notamment à suspendre les allocations? Pas une seconde. Pas une seconde. Je n'hésiterai pas une seconde, mais notre rôle... Est-elle vraiment appliquée? Pendant longtemps, au cœur de la crise, vous aviez tant d'offres d'emploi que cela? Bien sûr que non. Mais maintenant que moi, j'ai identifié les offres d'emploi, maintenant que je sais quels sont les secteurs qui recrutent, et que j'ai mis en face Pôle emploi, tous les acteurs de l'emploi, les missions locales notamment, autour des sous-préfets, on est en mesure maintenant quasiment de faire du sur-mesure. Et j'ai en plus 2 priorités spécifiques, les jeunes, et je crois beaucoup à l'apprentissage, et aussi les chômeurs de longue durée, que vous ne devez pas laisser basculer ni dans la précarité, ni dans l'assistanat. Pour l'instant, ça monte. Hein. Ça monte pourquoi? Parce qu'on voit bien que j'ai beau rapprocher les deux. Regardez, le mois dernier, les offres d'emploi satisfaites ont augmenté de près de 14%. C'est du jamais vu. C'est parce que ça marche. Mais seulement, en attendant, il me faut des offres d'emploi. Alors ça va continuer comme ça à baisser l'emploi? Écoutez, les chiffres seront connus dans les jours prochains. À mon sens, les chiffres ne peuvent pas être bons. Parce qu'on le voit bien, il y a une activité économique qui a considérablement ralenti. Et donc, ce que je dois faire, c'est donc multiplier encore les efforts, les contrats aidés, l'apprentissage, le rapprochement de l'offre et de la demande, et puis aussi une nouvelle feuille de route pour Pôle emploi, de façon à ce que les agences locales qui sont en face du demandeur d'emploi aient plus de moyens pour lui donner une formation. Si les chiffres ne peuvent pas être bons, ça va encore inquiéter davantage, vous le savez bien d'ailleurs. Vous croyez que je vais rester les bras ballants, c'est pas mon tempérament. Donc les chiffres de mercredi ne sont pas bons. Écoutez, je ne vois pas comment ils pourraient être bons alors qu'on a une activité économique. Mais tout le monde le sait, tout le monde le reconnaît. On sait pertinemment qu'aujourd'hui, l'activité économique, elle n'est pas aussi dynamique qu'on le souhaiterait. Ni vous ni moi. Nous pouvons nous résoudre. J'imagine quand même que si vous dites ça, ce n'est pas uniquement par intuition. Hein, vous avez des éléments qui vous permettent. Oui, chez moi, je vois les chefs d'entreprise, je vois les commerçants, qui nous disent aujourd'hui il y a moins d'activité et que bien évidemment, il y a les chiffres de la consommation, il y a les chiffres de la croissance. Mais quand vous êtes aussi un élu local et que vous passez du temps sur le terrain, vous posez la question en permanence. C'est mieux qu'un sondage, c'est mieux qu'une enquête, c'est vrai. Vous avez dit cette forme-là qui me permet aussi de chercher à ne pas être déconnecté. Vous avez dit lors de votre interview que vous vouliez réindustrialiser la France. Quand on regarde au niveau mondial, l'une des entreprises les plus riches et les plus prospères du monde, c'est Apple. C'est une entreprise fabless. En français, vous connaissez l'expression, sans usine. On conçoit les produits dans les pays riches, on les fabrique dans les pays pauvres. Est-ce que ça ne serait pas l'avenir? Non, ce n'est pas une fatalité à mes yeux. Ce n'est pas une fatalité, mais la seule chose, c'est qu'il faut produire aussi des secteurs d'excellence. Il faut, tiens d'ailleurs, et le numérique, le tout numérique, est-ce que ce n'est pas une voie de développement pour un pays? Moi, je pense que si. Et je vais vous dire pourquoi il est si important d'avoir des usines. Si vous faites une croix sur les usines, vous pouvez vous retrouver dans la même situation, par exemple, que l'Angleterre, qui avait tout mis sur la finance et qui a laissé circuler son industrie automobile. Rover, c'était anglais, ça ne l'est plus. Parce que si vous laissez partir les usines, est-ce que vous croyez que vous garderez les mêmes services de nettoiement, les mêmes services de gardiennage, même les mêmes services bancaires, si vous avez une usine qui part? Si vous laissez s'affaiblir ce maillon central qui est l'industrie, le secteur secondaire dans l'économie, tout le reste s'affaiblit. C'était un grand patron qui avait défendu cette idée en France. Oui, peut-être, mais moi je ne partage pas cette idée. Et d'autre part, l'industrie est le meilleur moyen de favoriser l'ascenseur. Vous pouvez rentrer comme apprenti et vous pouvez finir dans le management, comme je l'ai vu l'autre jour à Cernay, dans une entreprise. J'ai vu les apprentis qui étaient dans le management. Vous ne pouvez pas monter aussi vite et aussi loin, aussi haut, dans certains services. Par contre, dans l'industrie, celui qui veut se donner la peine, qui fait des heures, comme l'on dit, celui-là peut monter dans la hiérarchie et notamment faire mieux vivre sa famille. L'industrie est le meilleur moyen de favoriser cet ascenseur dont on a besoin en France. Et une dernière question, Marine Le Pen ce matin dans le Parisien affirme
que la France va perdre son triple A dans les prochaines semaines à cause de notre dette. Est-ce que cette crainte est fondée? Marine Le Pen, plus il y a de difficultés, mieux ça lui va. Et quand elle dit ça sur le triple A, on dirait que ça lui fait plaisir. Parce que Marine Le Pen n'a jamais proposé la moindre solution aux problèmes des Français et de la France. Par contre, les difficultés, ça l'intéresse. Et je crois quand même qu'aujourd'hui, un peu de responsabilité pour les responsables politiques, ça ne ferait de mal à personne. Mais franchement, la responsabilité et le Front National, je crois que ça ne va pas bien ensemble. Merci, Monsieur Bertrand. Je chausse mes lunettes et je vois que le temps de l'émission qui nous était imparti est terminé. Par conséquent, elle fonctionne. Hein. J'ai pas vu la main. Et donc, merci d'avoir été avec nous. Et dans un instant, le journal de 20h vous sera présenté par Marc Hautement. Très bonne soirée à tous.